Eh bien, bonsoir, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce stream que j'ai le plaisir d'animer pour le journal Le Dranche, en partenariat avec le CESE. Je suis en compagnie du coup de Kenza, Manon, Léa, Emmanuel. Je crois que j'ai fait tout bon. On va parler de plusieurs choses ce soir. On va parler d'une saisine qui a été faite sur la participation des jeunes à la vie démocratique. Donc on va parler un peu de tout ça, mais déjà auparavant, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je vais commencer par Manon. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais, notamment au CESE? Bonjour à toutes et à tous, Manon Pisani. Je suis agricultrice dans la vraie vie, engagée chez Jeunes Agriculteurs. Il y a une vraie vie et une fausse vie. Engagée chez Jeunes Agriculteurs, que je représente du CESE. Je fais donc partie du groupe de l'agriculture et j'ai participé aux travaux de la commission temporaire participation démocratique. Très bien. Kenza, tu es rapporteur également de cet avis du CESE. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais au CESE? Et dans la vraie vie? Et dans la vraie vie à côté. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis vice-président du CESE, aussi en plus, donc co-rapporteur de l'avis avec Manon. Et je représente la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, la première organisation étudiante de France. Et à côté, dans la vraie vie aussi, je travaille dans une agence de communication à Paris. Depuis un an environ. Très bien. On a aussi en notre compagnie du coup Léa et Emmanuel. Léa et Emmanuel, vous êtes des citoyens. Alors tout le monde est citoyen, mais vous êtes des citoyens tirés au sort. En plus c'est une première, on aura l'occasion d'en reparler. Léa, du coup, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Léa Lempereur, citoyenne tirée au sort pour participer à la commission temporaire des participations démocratiques. Et Emmanuel? Bonjour à tous, oui je suis Emmanuel, moi je suis originaire de Saint-Nazaire, dans la vraie vie, hors CESE je suis enseignant et donc depuis les environs de la Toussaint j'ai la chance de participer aux travaux du CESE, donc autour de la participation des jeunes à la vie démocratique. Très bien, on va peut-être commencer juste par le CESE, puisque tout le monde connaît, mais connaît pas forcément très bien ce qu'est le CESE, Conseil économique, social et environnemental. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire, Kenza, peut-être pour commencer, c'est quoi le CESE très rapidement? Très rapidement. C'est qui déjà aussi, parce que c'est aussi avant tout des personnes. Et puis après, on parlera peut-être un peu aussi des saisines, d'où ça vient et comment ça fonctionne. Ouais. Alors le CESE, en effet, donc Conseil économique, social et environnemental, c'est la troisième chambre de la République. Constitutionnellement, après l'Assemblée nationale et le Sénat. En fait, on appelle ça la chambre de la société civile organisée. Donc en fait, pareil, société civile organisée, c'est pas le meilleur terme pour bien expliquer, mais en fait, on regroupe un grand nombre de syndicats, d'associations, de mutuelles, et j'oublie, mais tout un tas d'organisations. Donc plein de ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Exactement, les corps intermédiaires, qui en fait se réunissent dans un endroit où d'habitude ces corps-là ne se parlent pas spécialement. Et pour représenter une voix particulière, c'est une voix quand même qui compte, on n'est pas décisionnaire. On n'est pas comme l'Assemblée nationale ou le Sénat, on ne vote pas la loi. On est un vrai conseil, avec un rôle de conseil. On est là pour conseiller le Parlement et le gouvernement. Donc on va faire des avis, faire des études, des travaux là-dessus. Et voilà, et tous les membres qui le représentent sont donc des gens qui sont engagés. Et il y a environ 80 organisations différentes au CESE. On est 175 conseillers là-dessus. Et on représente, c'est souvent ce qu'on dit, mais pour aussi dire qu'il y a une certaine légitimité, on représente plus de 20 millions de personnes en fait, qui sont adhérents et engagés dans nos organisations conjointes. Donc c'est cette voix-là, normalement, qu'on doit venir apporter au niveau national. Ouais, c'est ce que vous disiez dans la présentation, c'est peut-être un des rares endroits où il y a des représentants des chasseurs et des militants écolos qui se croisent et qui se côtoient finalement régulièrement. Et qui doivent travailler ensemble. Exactement. Maintenant, le CESE, donc c'est un conseil, on le dit, les avis qui sont adoptés au CESE n'ont pas valeur de loi, même s'il y a un hémicycle, etc. C'est le troisième hémicycle après l'Assemblée nationale et le Sénat. Peut-être déjà, comment ça fonctionne? Qui peut saisir le CESE ou qui peut proposer une saisine au CESE? Alors, 3 solutions. La plus facile, j'ai envie de dire, c'est l'autosaisine. Donc, groupe de formation de travail, on fait le choix de se saisir d'un sujet qui fait l'actualité ou qu'on trouve légitime et important. Et de ce fait, on se questionne sur ce sujet-là, on travaille en toute autonomie, sans grande directive. Autre cas, c'est la saisine gouvernementale. Là, donc, c'est un membre du gouvernement qui va nous interroger et nous demander des solutions
sur la question qui lui paraît à lui importante. Donc n'importe quel membre du gouvernement, un ministre, un secrétaire d'État, le Premier ministre. Tout simplement. Très bien. Tout simplement. Et ensuite, l'autre possibilité, c'est la réponse à la pétition. Donc une pétition va arriver à 150 000 signataires. Et là, on va se dire, c'est quand même quelque chose d'important. On va travailler sur la question et pouvoir proposer des pistes de solutions. Alors, petit détail important, je précise aussi que il y a, par le passé, il y a certaines pétitions même qui n'ont pas atteint ce seuil-là, mais dont le CESE, du coup, s'est auto-emparé pour quand même leur donner de l'écho, etc., s'il y avait des sujets qui jugeaient importants. Et peut-être aussi préciser que, du coup, non seulement c'est... donc, ça veut dire que n'importe qui, vous, dans le chat, vous pouvez saisir le CESE. Si vous êtes au moins 150 000, on n'est pas encore aussi nombreux dans le chat. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez saisir le CESE. Peut-être de dire que ça a été grandement facilité, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes de pétition maintenant qui sont agréées et qu'en fait, c'est aussi simple que de signer n'importe quelle pétition en ligne. Ça se faisait par papier auparavant, il me semble. Maintenant, ça a été largement simplifié. Ouais, ça c'est la réforme de 2021 qui permet ça, qui a abaissé le nombre de signataires, mais qui a aussi abaissé à 16 ans les pétitionnaires qui peuvent saisir le CESE. Et donc voilà, il y a tout ça qui permet vraiment de saisir relativement facilement, mais de se dire que voilà, il y a ce relais-là pour les pétitions. Ça, le CESE, c'est, je trouve, une instance qui n'est pas figée dans le temps. Elle s'adapte au temps, à la société et la digitalisation, forcément, ça doit passer par là. Exactement. Le CESE se modernise peut-être plus rapidement que d'autres institutions de l'État. Donc du coup, là, donc on est là pour parler d'une saisine en particulier. Jean Castex, donc Premier ministre pour encore quelques jours, a priori, peut-être. Donc est venu voir le CESE pour parler de la participation à la vie démocratique des 18-24 ans. Peut-être nous dire un peu comment ça s'est passé. Ouais, non, mais déjà, en fait, il nous a saisi, ce que expliquait Manon. Voilà. Là, il est venu nous voir, il a fait son discours et il nous a saisi officiellement en nous demandant de rendre un avis, une étude sur ce sujet-là, l'engagement et la participation démocratique. Il a fait un constat qu'on partage pour le coup tous, je pense, de se dire, ok, les jeunes, ça venait surtout après les élections régionales et départementales de 2021. C'est ça, où il y avait chez les 18-24 ans, 87% d'abstention. C'est ça, donc 13% de participation. 13% de participation chez les 18-24 ans, donc un chiffre assez hallucinant. Et donc il a dit voilà, bon là il y a un souci, clairement, mais par contre, déjà dès sa note de cadrage, donc sa note de saisine, il nous disait, mais par contre on voit que les jeunes sont engagés quand même, dans les assos, à travers les marches pour le climat, ainsi de suite. Et donc il nous a vraiment demandé de faire un travail pour dire, expliquer ça, comment ça se fait que les jeunes ne votent pas, même s'ils restent, on sent qu'ils sont engagés. Donc ça a été une des premières réflexions qu'on a eues, déjà prouver, est-ce que les jeunes sont engagés, est-ce que les jeunes ne votent vraiment pas. Bon, ça c'était plus simple au niveau des chiffres, mais il y avait quand même le côté comparaison avec les ça dépend beaucoup des élections aussi, ouais. Exactement, et ça dépend des élections. Et après c'était le côté quelle préconisation pour des futures politiques publiques, pour une sorte d'harmonisation, qu'est-ce qui pourrait être fait pour créer plus de liens entre l'engagement aujourd'hui qu'on voit chez les jeunes et leur participation à la vie démocratique traditionnelle. Et effectivement, donc il y a une première, si je ne me trompe pas, pour cette saisine et pour les travaux qui c'est le tirage au sort de quelques citoyens. Donc Léa et Emmanuel, vous avez été tirés au sort. Alors comment ça se passe ? Vas-y Emmanuel. On reçoit un appel, donc moi en l'occurrence. Donc appel d'un numéro inconnu. Appel d'un numéro inconnu auquel je ne réponds pas habituellement et cette fois j'ai répondu, par chance. Non, on reçoit un appel pour nous personnel de formation. Voilà, non, mais on est tiré au sort pour voilà. Donc oui, on se demande qu'est-ce qu'on a gagné. J'ai demandé quel iPhone j'avais gagné, mais visiblement ce n'était pas le cas. Mais non, plus sérieusement, voilà, on nous appelle pour nous expliquer qu'on a été tiré au sort pour participer aux travaux du CESE. Donc tout de suite, qu'est-ce que le CESE ? À ce moment-là, j'étais sur mon ordinateur. Donc j'ai regardé rapidement, j'ai vu un petit peu les travaux, je me suis rendu compte que cette fois c'était quand même assez sérieux comme appel. Et donc on nous demande si on veut bien participer à des travaux démocratiques. On nous explique qu'on est 12 tirés au sort et que si on est motivé, on est invité sur Paris, donc au CESE, pour justement participer à ces travaux. Ok, Léa, pareil, même scénario, est-ce que tu savais ce que c'était le CESE avant ? Du tout.
J'ai esquivé dès que je pouvais. En fait, j'ai reçu un appel et on m'a dit vous avez été sélectionnée. J'ai dit ah non, je peux pas, je suis étudiante. Et j'ai raccroché. Du coup, j'ai été rappelée après. Ils ont essayé d'expliquer mieux la situation. Et du coup, j'ai pu participer après au CESE. Mais ça a été très très rapide en fait. En moins d'une semaine, on était déjà à Paris pour participer au débat en fait. D'accord. Et donc, ils ont dû rappeler? Ah oui, ils ont rappelé. Ok. Et du coup, alors, comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire, parce que j'imagine que même par rapport à un boulot, par rapport à des études, etc., il faut pouvoir s'organiser. Concrètement, comment ça se fait? On vous paye un billet de train, on vous dit on vous attend la semaine prochaine. C'est exactement ça. Bon, déjà, nous, il faut qu'on sorte. Enfin, non, je vais mettre un petit peu, un petit peu de précision. Alors, c'est vrai qu'effectivement, nous, tout de suite, la question qu'on se pose, c'est par rapport à notre employeur, comment ça se passe. Moi, je me suis dit, comme je dépendais de l'État, finalement, que ça allait être relativement simple. Finalement, ça l'a pas été comme ça. Mais bon, j'ai quand même pu m'arranger grâce à mes chefs d'établissement qui ont été très, très conciliants. Et donc après, oui, on nous explique que nos frais vont être pris en charge. Donc, nuit d'hôtel si on en a besoin, ticket restaurant, etc. Donc c'est ce qui nous facilite quand même la tâche. On nous explique qu'il y a aussi une indemnité journalière, qu'il peut y avoir des frais de remboursement, de compensation en cas de perte financière. D'accord. Donc on est quand même aiguillé et puis on a quand même pas mal d'informations sur ça. Pour ma part, avec la fac, j'ai eu un document qui atteste que je suis à Paris pour telle date, et du coup, ça a pu m'excuser pour les jours d'absence, quoi. Ok. J'ai eu le même document également aussi. Et puis j'imagine que c'est une expérience assez sympa. Et du coup, comment ça se passe après? On arrive, vous débarquez. Enfin, j'allais dire, vous connaissez rien à l'engagement démocratique chez les jeunes, si, parce qu'en fait, vous êtes déjà les premiers témoins ou juste vous le vivez. Et puis je pense au même titre que tout le monde. Mais du coup, comment ça se passe? J'imagine que vous savez pas forcément comment se passent les travaux du CESE, que vous avez jamais siégé dans un hémicycle. Du coup, voilà, décrivez-nous un peu comment ça s'est passé. Alors, il y a eu plusieurs étapes. Déjà nous faire rencontrer tous les 12 citoyens entre nous, apprendre à nous connaître assez rapidement, savoir d'où on vient. Et après, nous expliquer effectivement le fonctionnement du CESE, donc comment il travaille, et on nous explique qu'on va être associé aux travaux des conseillers, en fait, au même titre qu'eux, mis à part forcément quelques nuances au niveau des votes, mais de manière générale, en fait, on va pouvoir prendre la parole, donner nos avis, nos opinions, poser les questions nécessaires sans se censurer, comme le font les citoyens. Et donc on nous explique un petit peu, c'est vrai qu'on est rentré assez vite dans le technique avec l'architecture d'un avis, comment ça se passe. On nous explique on a débattu un petit peu au début, après on nous explique qu'on va auditionner certaines personnes qui sont plutôt spécialistes ou en tout cas engagées dans le sujet pour avoir entre guillemets des billes. Et puis voilà, après on était parti pour plusieurs mois. Et ça fait quelle impression du coup, la première fois qu'on rentre même dans cet hémicycle, une salle quand même qui commence à être un peu connue, notamment avec la Convention citoyenne pour le climat qu'on a pu voir à la télé, qui est quand même un bâtiment assez impressionnant. Même au-delà de l'hémicycle, déjà, rien qu'on arrive dans le palais d'Iéna, c'est assez impressionnant. Et oui, c'est vrai que on est un petit peu perdus, nous, petits citoyens de notre Cambrousse. On arrive et on est complètement perdus, mais on s'est vite adapté quand même parce qu'on a eu un bon groupe de citoyens. Puis même les conseillers, ils ont été assez ouverts et vraiment, ils ont été super avec nous, en fait. J'imagine que ça a dû vous faire aussi la même chose la première fois que vous êtes entré au CESE. Oui. Ouais. C'est rarement un but dans la vie de se dire quand je serai grand, je vais être conseiller CESE. C'est pas quelque chose qu'on connaît particulièrement, même si on est engagé. Donc c'est toujours un peu la même impression. Ouais. Ouais. Et donc là, du coup, Jean Castex, est-ce qu'il est venu au CESE pour faire ça? Il a commencé à dresser un premier constat. On va peut-être rappeler un peu quelques éléments de constat. Donc on l'a dit, les jeunes participent beaucoup moins aux élections. Alors encore une fois, ça dépend quelles élections. Peut-être qu'est-ce que vous avez pu identifier comme cause? Et c'est ce que vous dites, en fait, c'est paradoxal, c'est-à-dire ils participent moins aux élections, il y a un engagement politique qui peut être beaucoup moins fort, on voit peu de jeunes qui se présentent à des élections, ils sont assez peu présents dans la vie politique, ils s'abstiennent plus. Pour autant, les jeunes sont quand même engagés, c'est ce que vous avez dit. Alors ça, peut-être vérifier, et puis c'est quoi un peu finalement, pourquoi est-ce qu'ils sont engagés quand même, mais qu'ils vont pas voter? On s'organise quand même. Mais ça, c'était le premier constat, vraiment, voilà, qu'on voulait vérifier. Ça paraissait évident, un peu dans l'idée. On se dit, ok, on voit les marches pour le climat, on voit les marches contre les violences sexistes et sexuelles. On voit tout ça, on voit que les jeunes sont très mobilisés. Mais en effet, ils votent pas, ils sont peu présents dans les partis politiques, peu présents dans les syndicats, toutes les formes un peu traditionnelles de la participation habituelle. En fait, ça s'explique par
et un changement générationnel aussi d'idées, de vision de la participation démocratique. Alors, c'est pour faire simple, hein, parce que au cas où c'est disponible sur le site du CESE, l'avis entier, les 90 pages. Mais non, mais en fait, il y a aussi un petit côté où la perception de la vie politique a beaucoup changé. Notamment, il y a un côté maintenant qui existe beaucoup de se dire les plus jeunes générations, ça concerne pas que les 18-24 ans d'ailleurs. Hein. Nous, on a pas mal travaillé jusqu'à 29, enfin moins de 30 ans. Mais au final, on a vu très vite que ça dépassait aussi les 30 ans. Donc, c'est les plus jeunes générations ont deux sentiments globalement par rapport à la classe politique. C'est bon, le tous pourri qu'on connaît un peu, et aussi le tous impuissant. Ouais. Il y a vraiment cette vision de se dire, en fait, quoi qu'on leur demande, quoi qu'on veuille, même si on les élit, même s'ils sont là, ils pourront pas vraiment faire changer les choses. Alors que moi, par mon engagement personnel, limite j'aurai plus d'impact, et en tout cas ça va être plus engageant pour moi de le faire. Donc c'est un peu la vision, le côté transformation du vote comme un outil d'engagement parmi d'autres, mais certainement pas comme le plus important et le plus efficace. Ouais, c'est une des statistiques qu'on a choisi de rappeler dans le petit cahier spécial qu'on a fait à la fin du dernier numéro du Dranche. 82%, c'est le taux de jeunes qui ne croient pas en l'action politique. C'est-à-dire effectivement ce que tu disais, tous impuissants, c'est-à-dire qui en fait pensent que ça va rien changer, quoi. Maintenant, peut-être un peu, qu'est-ce que tu as retenu déjà de l'engagement des jeunes aujourd'hui, comment est-ce que les jeunes s'engagent, et peut-être un peu comment ça fait écho aussi au CESE. On disait en fait, finalement, il y a un engagement, alors je veux pas utiliser le mot individualiste parce qu'il est connoté négativement, mais qui est de dire en fait, je ferais plus changer les choses au niveau local, etc., que finalement par des corps constitués. Le CESE, c'est un peu l'assemblée des corps constitués ou de la société organisée. Et est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un désamour des jeunes de cette société organisée, ou est-ce que c'est différent? Et qu'est-ce qui change un peu c'est quoi un peu l'avenir de l'engagement des jeunes? Ouais. Moi, je suis arrivée dans cette saisine avec un petit a priori, parce qu'à un moment, j'avais déjà commencé à travailler chez Jeune Agriculteur sur la jeunesse en général. Et moi, je partais avec d'un côté les jeunes ruraux, de l'autre côté les jeunes urbains. Et en fait, il a fallu que je déconstruise ce clivage totalement, parce qu'en fait, les problématiques sont exactement les mêmes, qu'on soit jeune rural, jeune urbain, jeune des quartiers, voilà. Et malgré tout, cette jeunesse, elle s'engage de plus en plus via plein de canaux différents, et cet engagement dans les différents canaux vaut pour certains engagement comme si c'était la mise à l'urne, acte sacré et ultime, alors qu'en fait pas du tout. Moi, ce que je regrette maintenant, c'est qu'en fait toutes ces formes de mobilisation soient pas bien prises en compte, et ça reste quand même un peu insaisissable pour beaucoup représentants de la classe politique et des choses comme ça. C'est plutôt dommage, parce que les jeunes, de ce qu'on a constaté, le jeune, il est loin du portrait qu'on peut en faire, hein. Celui qui s'intéresse pas, celui qui est feignant, celui qui attend passivement. Non, c'est pas ça du tout. Et bien heureusement d'ailleurs que nos jeunes ne sont pas... Enfin, nos jeunes, je m'y mets dedans, hein, quand même pas non plus très vieille. Mais heureusement qu'on n'est pas comme ça. On n'attend pas... Mais justement, peut-être en plus, Léa et Emmanuel, vous êtes concernés à double titre. Léa, tu es étudiante, on est entre deux tours. Je pense que tout le monde l'aura remarqué. Et Emmanuel, tu au collège. Oui. Alors peut-être deux questions, peut-être Léa pour commencer déjà. C'est quoi un peu le sentiment qui prédomine en ce moment dans ta promo, dans cette période d'entre-deux tours? Justement, on parle à la fois d'engagement et de vote. C'est quoi un peu le sentiment de ta promo? Je suis en STAPS, du coup, et c'est vrai que les STAPsiens sont très très engagés. Dès qu'il y a quelque chose, on est tous mobilisés vraiment pour agir. Mais par rapport à la situation actuelle avec les élections, tout ça, c'est vraiment, je rejoins ce que Kenza disait tout à l'heure, hein, le tous pourri, ils sont tous, il y en a plein qui ne vont pas voter parce qu'ils ne voient pas d'utilité derrière, il n'y a pas vraiment, on ne se fait pas entendre en fait, et du coup, pourquoi voter en fait? C'est ça la question. Du coup, Emmanuel, toi, tes élèves n'ont pas encore le droit de vote. En effet. Voilà, on en parlera un peu tout à l'heure de à quel âge on donne le droit de vote. Mais du coup, qu'est-ce qui se dit? Est-ce qu'ils regardent ça de manière très, très lointaine? Est-ce qu'ils parlent quand même de sujets qui en fait sont politiques? Est-ce qu'ils sont pas du tout ce que tu peux entendre?
Il parle des élections, mais il parle aussi beaucoup des causes qu'il peut y avoir autour. Enfin, je sais que la cause environnementale, c'est quand même un sujet qui est très prégnant et qui les sensibilise beaucoup. Alors après, voilà, je peux pas trop généraliser parce que forcément, dans un collège de 800 élèves, on peut trouver de tout. Mais de manière générale, ils vont être assez intéressés par la cause environnementale. Je les entends parler des élections. Et ils sont curieux aussi. Et ils sont curieux voilà, j'ai eu des questions notamment sur les différentes élections. Et on y reviendra tout à l'heure parce que c'est vrai que si on sait qu'on parlera du vote à 16 ans et pour le coup, j'ai des élèves qui ont 15 ans et demi, mais qui sont pas forcément contre, mais qui en tout cas sont disons, en besoin de formation, en tout cas, qui ont envie d'en connaître plus avant de le faire. Et justement, c'était un peu la question qui vous était posée, c'était de dire effectivement comment est-ce qu'on peut faire. Alors le but ultime, c'est ce que vous disiez, le but ultime à la fin, c'est pas de dire voter à tout prix ou de conduire absolument les gens au vote. C'était effectivement de rapprocher un peu ce gouffre ou ce fossé qui peut se créer entre de manière générale et les plus jeunes générations. Vous avez fait du coup 21 préconisations à la fin pour réduire ce fossé. C'est quoi un peu les grandes, ou celles qui vous ont le plus marqué de manière, le but n'est pas forcément d'être exhaustif, mais c'est quoi celles qui vous ont le plus marqué à titre personnel Pour commencer déjà, plus que ça, nous c'est quand même qu'est-ce qui nous a amené à faire ces 21 préconisations, comment on les a vues. Il y a quelque chose d'assez marquant, elles sont très larges, on va en parler, on va en citer plusieurs. Mais c'est surtout le fait qu'à la fin de notre analyse, on s'est dit, il n'y en a pas une seule qui peut fonctionner toute seule. Il n'y en a pas une qui est une solution miracle qui va fonctionner très honnêtement. Il n'y a pas une solution magique. Il n'y a pas de solution magique. Par contre, on tend une piste en disant, par contre, là, nos 21 préconisations qui touchent tout un tas de sujets très différents, ça peut être une réponse, mais quelque chose d'assez global. Et en fait, ça a été ça la réponse. Tu disais comment est-ce qu'on rapproche les deux. Globalement, la réflexion, c'était en transformant le système politique. C'était pas tant en transformant les jeunes qu'en transformant le système politique pour s'adapter aux jeunes générations. Et du coup, voilà, moi, c'est surtout ça, en fait, plus qu'une les 21 préconisations et toute la réflexion en fait, qu'il y a autour. C'est ça qui est important parce que si on en prend une seule, il n'y a rien qui fonctionnera suffisamment pour vraiment combler ce fossé. Mais du coup, est-ce que déjà, peut-être en préalable, est-ce que ça vous a semblé possible? C'est-à-dire de dire, en fait, ok, la question c'est comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on réduit le fossé entre les jeunes et la politique? Est-ce que ça vous a paru genre facilement atteignable, très difficilement atteignable? Non, c'est quoi un peu déjà le degré de confiance? Alors, à supposer déjà que les préconisations soient appliquées, on y reviendra aussi, mais c'est quoi déjà le sentiment que vous avez eu par rapport à l'ampleur de la tâche? Il y avait du boulot. Il y avait du boulot et quelle limite on se fixe en fait, c'est surtout ça. Est-ce que on fait tout exploser et on refait, enfin on déconstruit tout pour refaire quelque chose avec évidemment nos 21 préconisations, mais ou alors est-ce que on est un peu plus raisonnable, un peu plus les pieds sur terre et on essaie de s'adapter à l'existant qui a fonctionné pendant un moment, plus à la mode aujourd'hui. Et on a plutôt opté quand même pour cette solution qui était la solution de la raison, de dire il faut qu'on fasse, il faut qu'on explore plusieurs pistes, plusieurs solutions, parce que tout simplement il y a déjà quand même plusieurs jeunesses. Hein. La jeunesse elle est pas uniforme sur l'ensemble du territoire et ça c'est quand même, c'est normal. Et de ce fait, sans vouloir reprendre quelque chose qui est un peu connu, mais un jeune, une solution, un problème, une solution, une abstention, une solution. C'est un peu ça, et c'est pour ça qu'on a dû proposer plusieurs préconisations sans en favoriser une, parce que comme l'a dit Kenza, en fait, une parmi les 21 ne fonctionnerait pas, elles sont vraiment toutes cumulatives et il faut se servir du maximum pour toucher le plus de jeunes aussi. Question très rapide d'Internet, on peut les voir où ces préconisations? Elles sont sur le site du CESE. Sur le site du CESE. Sur le site du CESE, alors en regardant un peu, voté puisqu'elle a été adoptée en mars, donc c'est l'avis engagement et participation démocratique des jeunes, ils sont en libre accès, on peut télécharger tous les avis et donc tout est disponible là. Les modérateurs vont nous mettre le lien dans le chat, comme ça vous pourrez avoir accès à ces 21 propositions. On va en citer quelques-unes, mais auparavant, comment est-ce qu'on s'attaque effectivement à ce problème? Vous avez dit qu'il y avait des auditions, que vous avez eu la possibilité d'avoir des auditions de certaines personnes. Peut-être c'est
qui est-ce qui a été auditionné, enfin quel type de personnes en fait ont été auditionnées. C'est ce que tu disais. Alors tu rappelles effectivement que la jeunesse est multiple, mais comme en fait la population adulte, c'est vrai que c'est souvent amusant de voir que à quel point on aime bien faire des classements ou des divisions ou peu importe, mais dans la population des plus âgés, en parlant des seniors, des retraités, des CSP, des je sais pas quoi, des ruraux, et que finalement on met souvent, en tout cas médiatiquement, les jeunes dans une sorte de masse informe qui serait toute uniforme. Ça, c'est certain que les jeunes sont des adultes comme les autres. Peut-être je vais revenir un peu sur les préconisations, enfin sur les auditions. Qui est-ce qui a été auditionné? C'est quel type de personne qui a été en combien de temps? Est-ce qu'il y en a une ou deux qui vous ont marqué? Alors, bon, tout d'abord, on a établi en fait, disons, un champ de domaine dans lequel on voulait faire intervenir les personnes qu'on voulait auditionner. Donc, on a discuté, débattu entre nous, et donc on a auditionné des personnes qui étaient du domaine de la sociologie, donc des chercheurs en sociologie. On a été voir aussi du côté de la presse, on a auditionné Hugo Décrypte, donc Hugo Traverse, qui est donc de la chaîne Hugo Décrypte. On a également auditionné, alors c'était donc chercheur en sociologie, c'est toute la liste quand même. Donc il y en a pas mal quand même, il y a toute une double page de personnes auditionnées. Il y a toute une double page, mais sinon voilà des membres de différentes associations donc, qui sont vraiment très engagés sur le sujet. Également des membres du gouvernement, on a vu Sarah El Haïry, qui est donc membre du gouvernement. Et donc l'idée voilà, c'était d'avoir des personnalités qui étaient d'un maximum de domaines de compétences pour avoir vraiment un champ de possibles et d'informations diverses. Donc, mais au niveau médiatique, au niveau scientifique, donc sociologie, au niveau des médias, au niveau de la politique même. Okay. Et est-ce que c'est au cours de ces auditions que se font en fait un peu que se dessinent les premières préconisations? Est-ce que vous dites en entendant les gens, tiens, en fait, ce serait pas bête de faire ça, etc. Est-ce que vous en discutez après entre vous en plus petite commission? Alors, il y a eu pas mal de préconisations qui ont été un petit peu ébauchées pendant les auditions. Et c'est vrai que même avant ça, on a eu quelques réunions juste entre citoyens et quelques conseillers qui étaient là. Et on a pu en discuter et du coup donner des petites ébauches en fait, de préconisations. Et après, ça s'est approfondi par la suite. Très bien. Donc dans les préconisations, nous on avait sorti 4 groupes de préconisations. Je vais les dire un peu. Il y avait la première partie qui était renforcer l'apprentissage de la démocratie dès le plus jeune âge, dont effectivement dedans, alors transformer la journée défense citoyenneté qui s'appelait avant JAPD, voilà, en quelque chose qui soit effectivement plus basé sur les enjeux des élections et notamment les différentes formes d'engagement. Ouvrir le droit de vote à 16 ans. Alors on va revenir parce que ça c'est un des 2 points qu'a fait. On va revenir effectivement un peu plus loin là-dessus. Instaurer des visites obligatoires d'institutions de la République dans les parcours de formation. Voilà, parmi quelques propositions. En 2, c'est ce que tu disais, Kenza, c'est-à-dire mettre les jeunes au centre des politiques publiques qui les concernent. Donc ce que tu disais, c'est plus changer la politique que les jeunes. Donc généraliser des dispositifs de type dialogue structuré. Alors c'est pas un peu complexe, mais pareil, on va en reparler aussi un peu. En permettant en fait à tout le monde, mais en particulier les jeunes, de s'investir dans la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques et leur conception. Faire bénéficier les jeunes dès 18 ans des mêmes droits et accès que les autres citoyens aux dispositifs d'aide, comme les minima sociaux notamment. Ça, pareil, on va en parler. C'est le 2e sujet qui a pas mal fait débat. Ça a été un des thèmes de campagne aussi de la présidentielle, une des propositions qui avait pu être listée. En troisième grand chapitre, il y avait faciliter les modalités d'inscription sur les listes électorales. Alors ça, pareil, quelque chose qu'on a noté, il y a à peu près la moitié des jeunes de moins de 30 ans qui sont mal inscrits sur les listes électorales, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas inscrits dans la bonne commune. Donc ça, c'est un problème, parce qu'en général, une mal-inscription se termine souvent par une abstention. Il faut faire procuration, il faut trouver quelqu'un à qui faire procuration, il faut se déplacer, etc. C'est plus galère, du coup, souvent, on s'abstient. Donc voilà, donc faciliter les modalités d'inscription sur les listes électorales, encourager le déplacement aux urnes. Donc il y a pas mal de choses là-dedans, que ce soit à la fois de l'information un peu plus présente, mais aussi des choses assez pareil qu'on a vu dans certains programmes. Comptabiliser le vote blanc dans les suffrages exprimés. Grand débat, le vote blanc que vous pourrez retrouver, on l'a pas mis dans ce journal-là, mais que vous pouvez retrouver aussi sur le site du Dranche. Instaurer une dose de proportionnelle aux élections, notamment législatives. Donc voilà, typiquement ça fait partie des choses aussi dont on aura l'occasion de reparler. Et enfin, 4e chapitre, revitaliser la pratique de la démocratie et notamment la redevabilité de la part des élus. Alors ça, pareil, grande question, mais en fait que tout simplement que les élus soient un peu plus redevables des promesses électorales, pareil, si vous deviez peut-être chacun
choisir, c'est quoi la proposition pour vous qui vous a le plus marqué, ou vous trouvez peut-être la plus forte? On l'a dit, c'est un ensemble, donc c'est effectivement tout ça, mais s'il y en a une à cœur, ce serait laquelle? Peut-être commencer, Emmanuel, je sais pas. Si je devais en choisir une, même si encore une fois c'est pas évident, mais je pense que ça serait autour du vote blanc, le fait de comptabiliser le vote blanc, on a pas mal parlé. Puisqu'aujourd'hui en fait je pense que le vote blanc et l'abstention ce sont deux choses différentes et le vote blanc est un réel choix politique en fin de compte. Et donc le comptabiliser, parce qu'il est déjà reconnu en réalité, mais il n'est pas comptabilisé. Donc c'est pas la même chose. Et donc moi je pense que si on le comptabilisait, ça inciterait disons même les jeunes et même les moins jeunes finalement à aller un peu plus aux urnes et donc ça les inciterait à s'exprimer de manière différente. Et donc on l'a proposé également, il me semble, vous me corrigez si jamais je me trompe, mais rien que le fait aussi de proposer un bulletin blanc dans les... Ah oui. Dans donc il y a un bureaux petit de vote. bulletin tout blanc qui soit C'est proposé ça. dans les bureaux de vote. Entre guillemets, j'estime que ça fait partie du jeu et donc voilà, ça serait peut-être plutôt celle-ci pour moi en tout cas. Tout à fait. Alors, moi, je pense que ce serait 16 ans qui rejoint aussi la formation, la formation au vote dès le plus jeune âge. Parce que mes 16 ans ne datent pas de si loin que ça. Et je vois pas trop la différence entre mes 16 ans et mes 18 ans, en fait. Donc, je pense qu'une formation bien à l'avance, bien préparée, ça pourrait vraiment faire changer les choses. Manon? Ouais, moi aussi, je rejoins un petit peu Léa. S'il y a une préconisation qui me tient à cœur, elle me tient tout à cœur, hein, mais si je devais prioriser, je mettrais en effet celle de la formation, d'avoir une formation éclairée sur les institutions, le vote, à quoi ça sert, pourquoi je vote, pourquoi ça marche comme ça, mais aussi comment est-ce que j'arrive à décrypter l'actualité, comment est-ce que je mets de côté toutes les fake news et comment est-ce que je peux analyser un peu plus finement les propositions de chaque candidat, parce que aussi, si j'ai un avis un peu plus éclairé sur tout ça, ben, je serais peut-être un peu moins déçue par la suite, quoi. Ouais, alors il y a des gens dans le chat effectivement qui se font écho à ce que vous disiez, notamment sur la comptabilisation du vote blanc et un peu le manque de choix qu'il peut y avoir dans le vote. Kenza, peut-être proposition phare? Ah, je vais un peu rejoindre. En plus, c'est une proposition. Non, mais en fait, allez, je veux dire le vote à 16 ans, mais pas pour les mêmes raisons. Voilà, au moins pour diversifier un peu. Non, moi, c'est plus que la mesure en elle-même, c'est plus pour ce que ça porte comme message. Et je pense, moi, c'est ça qui m'a touché le plus. C'est de se dire qu'à un moment, il fallait considérer autrement les jeunes. Et en fait, on retrouve un peu cette idée-là, là où dans l'autre proposition dont on va débattre sur les minima sociaux, il y a ce côté-là où aujourd'hui, à 16 ans, on peut faire plein de trucs, mais on va en débattre après, et on peut pas voter, ou on n'a pas exactement les mêmes droits que les autres. Donc c'est plutôt moi le volet, faire confiance aux jeunes. Et en fait, c'est changer un peu le paradigme où aujourd'hui, il y a quand même une forme, on le dit, une petite forme de bizutage social quoi, pour les jeunes. C'est ouais, ok, t'es jeune, tu galères pendant tes études, ah ça va, on est tous passés par là. Bon, déjà, non. Mais le côté, on est tous passés par là, et en plus, c'est passager. Certes, la jeunesse, c'est pas. En tout cas, suivant les catégories qu'on fixe, jusqu'où va la jeunesse. Mais c'est un peu ce côté-là, et de se dire, non, ben, changeons la mentalité et la manière dont on perçoit les jeunes. Et donc, le droit de vote à 16 ans en fait partie, quoi. Ouais, c'est fait écho effectivement à ce que quelqu'un dit, qui dit j'ai pas le RSA. Effectivement, en France notamment, on n'a pas le droit d'avoir le RSA avant 25 ans. Il faut avoir 25 ans pour toucher le RSA. Ça peut paraître un peu bizarre d'ailleurs, je pense la première fois qu'on l'apprend. Alors peut-être on va parler déjà du droit de vote à 16 ans. Droit de vote à 16 ans, alors pareil, alors déjà c'est une préconisation qui a fait débat, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que tout le monde n'était pas d'accord. J'imagine qu'il y a des préconisations sur lesquelles il y avait plus une quasi-unanimité en tout cas. Mais en tout cas, celle-là a fait débat. Alors peut-être dire, déjà peut-être commencer par le pour. Ce serait quoi les bonnes raisons d'accorder le droit de vote aujourd'hui à 16 ans? On est majeur à 18 ans. Ça peut paraître, je me fais déjà un peu l'avocat du diable en disant ça. Ça peut paraître incongru de se dire, alors qu'on est majeur à 16 ans, qu'on pourrait voter avant notre majorité. C'est quoi les bonnes raisons quelque part de mettre le droit de vote à 16 ans, Manon? Alors, la bonne raison, Kenza l'a dit, une des bonnes raisons, Kenza l'a dit, c'est on vous accorde le droit de vote à 16 ans parce qu'on vous fait confiance et on vous considère non pas comme jeune ado, mais plutôt comme pré-adulte qui est capable d'aller voter parce que vous avez été hyper bien formé avant, tout ça, voilà. Donc ça, c'est redonner, offrir sa confiance aux jeunes. Et ensuite, chose qui est importante et ce qui ressort de quasiment
toutes nos auditions, c'est plus on vote jeune, plus on vote durablement. En fait, on se rend compte que le premier vote, il est déterminant dans la vie de l'électeur. Et si on rate ce coche, et bien malheureusement, il est raté pour avant. Et alors, est-ce pour que, la ça, suite, quoi. est-ce que ça marche dans l'autre sens? C'est-à-dire, est-ce que moins on vote jeune, moins on vote par la suite? Ok. Et alors, du coup, je me fais parce que je vois déjà que ça fait débat dans le chat. Finalement, qui est de dire si plus on vote jeune, plus on vote durablement. Finalement, pourquoi pas 14 ans, 12 ans. Alors, nous on dit, il faut prendre des décisions, acter des décisions via le vote dès la maternelle. On commence à voter pour des choses de maternelle, quoi. Rien de très... Plus de frites à la rien de cantine, très quoi. grave, par exemple. Et on monte crescendo dans les responsabilités. Enfin, l'objet du vote monte crescendo avec l'âge. C'est-à-dire, on vote pour ses députés, après on peut voter pour des instances représentatives du collège, des choses comme ça. Par exemple, d'abord les délégués, puis après au conseil de vie lycéenne, et puis après, pourquoi pas, je sais pas, moi, au conseil d'administration de mon centre de formation par apprentissage. Et là, j'arrive, j'ai déjà plus de 16 ans, et j'ai déjà voté pour des choses importantes, et de ce fait, je suis prêt à voter pour des élections républicaines. Pareil, un autre argument, et là qui est ressorti dans le chat, mais qu'on entend alors sous diverses formes, là ça fait, je lis, à 16 ans, t'as rien dans le crâne, c'est normal, à 16 ans, on veut flâner, etc. Quelque part de dire, et je lisais aussi un peu au-dessus, à 16 ans, on est très influençable. Du coup, pourquoi il faut accorder le droit de vote à 16 ans? Mais est-ce qu'à 18, c'est très différent? En fait, qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 fameuses années qui changerait tout? Non, le côté influence, on l'a beaucoup eu. Après, j'aime toujours bien faire le parallèle avec le fait que c'était aussi le premier argument pour dire que les femmes ne devaient pas avoir le droit de vote, parce qu'elles allaient être sous l'influence de leur mari, de leur père, de leur famille, et que comme elles n'étaient pas intéressées à la politique, ça allait juste faire ça. Fallait surtout pas. Donc cet argument-là, il y a un peu de ça quand même. Donc, mais déjà, qui n'est pas totalement sous influence, il y a déjà ça. On est forcément à 18 ans aussi. C'est juste un moment acté, un moment où on peut commencer à prendre des décisions dans la vie publique. Et 16 ans, au vu du fait qu'on ait le droit de créer une association à 16 ans, qu'on est quand même responsable pénalement à 16 ans, on s'est quand même dit globalement que c'était un bon âge pour commencer la participation. Et comme le disait Manon, mais c'est un aboutissement de la pratique. Dans le but, c'est ce qu'on préconise, c'est en effet de commencer à voter de manière adaptée dès le plus jeune âge. Non, disait quelqu'un d'autre aussi, finalement on n'est pas beaucoup plus influençable à 16 ans qu'à 18 ou à 35 ou à n'importe quel autre âge. Effectivement, je pense, et on a beaucoup travaillé là-dessus aussi au Dranche, que c'est pas forcément on est influençable à tout âge de la vie. Ouais, alors j'en profite aussi pour dire sur le droit de vote des femmes, on a republié à titre historique le débat pour contre dans le Dranche, tel qu'il s'était tenu effectivement. Alors on avait pris des tribunes qui datent de l'entre-deux-guerres, où le droit de vote des femmes a finalement été refusé. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'en fait ce débat-là s'est fini par un non. Et ça a été accepté heureusement après, mais effectivement c'est ce genre d'argument effectivement qui était dit, que les femmes étaient influençables. Un autre argument aussi à l'époque était de dire que comme il y avait beaucoup de soldats qui étaient morts à la guerre, il y aurait moins d'hommes et que du coup les hommes seraient mis en minorité par les femmes et que du coup ça représentait un grand danger voilà, pour la démocratie qu'on puisse retirer des droits aux hommes parce qu'il y aurait une majorité de femmes. Heureusement, certains débats ont évolué, mais preuve aussi que les débats d'aujourd'hui préfigurent en gros les changements de société de demain. Du coup, je me suis un peu perdu en lisant le chat. Oui, un des arguments aussi qui est c'était de dire que, bon, déjà on peut faire effectivement beaucoup de choses à 16 ans, mais que surtout à 16 ans, pour la plupart, c'est pas le cas de tout le monde, mais pour la plupart on est encore au lycée, et que du coup c'est quelque chose qui peut être accompagné, c'est-à-dire expliqué, accompagné, qu'il peut y avoir aussi des modules pédagogiques qui apprennent en fait à quoi servent les élections, etc. Quelque chose qu'on retrouve effectivement dans les préconisations tout au long de la vie pour le reste. Je sais pas, est-ce qu'il y a des arguments qui vous ont plus marqué, ou que finalement... Peut-être si je vous dis dans les arguments contre le droit de vote à 16 ans, est-ce qu'il y a des arguments à l'inverse que vous avez trouvé pertinents ou entendable? Contre, pas trop, mais pour, pas. Non, mais alors après... un des arguments aussi, je fais une mini-parenthèse, c'était de dire effectivement la plupart des jeunes, c'est ce qu'on avait vu aussi notamment dans le Dranche, là quelqu'un disait, mais en fait si même on proposait le droit de vote à 16 ans aux jeunes, de 16 à 18 ans, eux-mêmes le refuseraient.
Est-ce que c'est un argument Alors, pour le coup, j'ai posé la question à certains troisièmes, pour le coup, 15 ans et demi. La réponse d'un élève, c'était j'aimerais bien, mais je m'en sens pas capable. Il faudrait déjà qu'on nous explique quelles sont les différences entre. Donc c'est pourquoi je pense que cette mesure du vote à 16 ans, il faut pas la prendre comme un coup de baguette magique et comme tiens on met le vote à 16 ans, ça y est, tous les problèmes vont être résolus. En réalité, c'est pas ça. Et je pense qu'effectivement, il faut l'accompagner, comme tu disais, de modules pédagogiques et donc d'une réelle formation. Ça veut pas dire qu'il faut forcément attendre que toute une cohorte générationnelle ait eu cette formation pour ensuite se dire ah tiens on va peut-être mettre le vote à 16 ans, mais par contre l'accompagner et vraiment avoir de la formation, donner des billes aux jeunes pour leur expliquer à quoi ça sert, etc. Là-dessus, on trouve ça important. Après, il y a le deuxième argument aussi, c'est que quand on veut essayer de changer les choses aussi, ce qui est bien, c'est de regarder ce qui se passe dans les autres pays. Et donc, il y a aussi d'autres pays européens qui ont mis en place le vote à 16 ans. Alors, je pense notamment, je crois que c'est il y a l'Écosse, Slovénie et aussi l'Autriche. Et il me semble que notamment l'Autriche a constaté que de 16 à 18 ans, l'année où ils ont mis ça en place, 75% des jeunes ont été votés à ce moment-là. Bon, après, il me semble que ça a diminué malheureusement derrière. Mais voilà, en tout cas, il y a aussi d'autres pays européens qui ont mis ça en place, et donc c'est important d'aller voir à l'étranger ce qui se passe. Très bien. Le deuxième point qui a fait aussi pas mal débat, c'est les minima sociaux, notamment dès 18 ans. C'est ce qu'on disait. En France, il y a cette. Alors, je ne sais pas d'ailleurs d'où ça vient ou quelle était la justification initiale pour dire qu'en fait, le RSA, c'était à partir de 25 ans. Moi, je me souviens d'avoir découvert ça ou quand j'ai commencé après mes études, j'ai fait un VIE, donc je suis parti à l'étranger, je suis revenu en France. Et en fait, en revenant, je tombais dans un vortex où j'avais déjà travaillé, mais sans cotiser, donc j'avais pas droit au chômage. J'avais pas encore 25 ans, donc j'avais pas droit au RSA. Et effectivement, j'avais découvert ça à cette époque-là. Donc, heureusement, j'avais des parents, moi, chez qui j'ai pu retourner en attendant de trouver un boulot. C'est pas le cas de tout le monde. Peut-être. Alors, déjà, c'est quoi et finalement, aujourd'hui, il y a quand même un débat là-dessus. Alors, peut-être en commençant par toi, Léa, puisque tu as la tranche d'âge, en gros, qui n'a pas encore droit au RSA. Déjà, peut-être comment c'est vécu comment est-ce que toi, tu le vis de se dire, en fait, que potentiellement, avant 25 ans, tu n'as pas le droit au RSA et qu'est-ce que tu as retenu, peut-être, de ce débat En fait, en tant que jeune en dessous de 25 ans, je me sens pas forcément considérée, étant donné qu'on n'a pas forcément d'aide ou de quoi que ce soit. Enfin, on est encore sous la responsabilité de nos parents, même si on est majeur. On a quand même besoin d'un minimum de soutien financier si on veut s'en sortir un minimum dans les études, parce qu'enchaîner un travail en 20 ou 35 heures, en plus des études, c'est assez compliqué. En l'ayant déjà fait, je l'atteste. Mais c'est vrai que du coup, on est un peu perdu, et ça rejoint du coup le tout début de pourquoi voter. Si on nous écoute pas et qu'on nous prend pas en considération, ça sert à quoi. Donc la sensation de ne pas être considéré au même titre qu'un vrai adulte. C'est ça. Alors peut-être effectivement, donc c'est un point qui fait débat. Alors peut-être déjà dans le tranche, c'est toi Kenza qui défend le pour. Peut-être nous dire déjà, c'est quoi les principaux arguments pour toi des minima sociaux, parce qu'on parle beaucoup du RSA de fait, mais on peut généraliser aux minima sociaux. Alors déjà, peut-être pourquoi, effectivement, est-ce que ça s'est pas fait comme ça de base? Je sais pas si tu as la réponse d'ailleurs, je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais même pas. J'avoue que je sais pas d'où vient ça. Il y a le côté quand même. Alors là je parle en mon nom seulement. Mon analyse, mais un peu le côté que ce qu'on entend beaucoup, on l'a entendu dans la campagne à nouveau, comme si le fait de donner une aide sociale, c'était un peu désincitant dans le fait de vouloir aller chercher du travail, ainsi de suite. C'est pas le constat que je fais et que globalement le CESE fait. Parce qu'en plus, rappelons que le RSA, on est quand même en dessous du seuil de pauvreté, donc c'est pas comme si on avait un matelas très agréable pour aller claquer du fric, tout ça. Donc acheter des écrans plats. Ouais, acheter des écrans plats. Mais donc je pense que ça vient un peu de ça, de se dire non, les jeunes ils sont en études. Il y a aussi le côté, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même des aides qui existent au niveau des familles. Et donc, à mon avis, ça vient aussi de là, de dire le jeune jusqu'à ses 25 ans potentiellement. En fait, il est toujours sous ses parents. Potentiellement, sauf que c'est pas spécialement vrai. Déjà, c'est pas vrai pour tout le monde. Il y en a qui sont très tôt en rupture, certains. Et puis même, en fait, cet argument-là, c'est pas remettre en cause les politiques d'aide aux familles, pas du tout, qui existent, qui ont du sens. Mais c'est le côté de se dire que globalement, quand on parle de citoyenneté, il y a aussi le côté émancipation, et de se dire que dès 18 ans, on a
juste les mêmes droits que toutes les autres personnes en France, c'est quelque chose qui peut pousser à un peu plus d'émancipation, à se sentir considéré, comme le disait Léa. Et nous, ça a été un des premiers arguments, en fait, c'était juste de dire, aujourd'hui, il y a une catégorie de la population, des citoyens, qui ne sont pas dans le droit commun. C'est les jeunes de 18 à 25 ans qui n'ont pas le droit à ces minima sociaux, qui sont en dehors de ça. Et nous, on voulait juste dire, on rétablit une égalité. On a les mêmes responsabilités que les autres adultes, parce qu'on est adulte à 18 ans, où on ne l'est pas, mais comme ceux qui ont plus de 25 ans. Oui, à la limite. d'autant plus, effectivement, ce que tu disais, c'est 25 ans, donc c'est quand même 7 ans après la majorité. On peut travailler dès l'âge de 16 ans. Oui. Donc en fait, on peut travailler dès l'âge de 16 ans, mais il faut attendre, enfin, c'est 9 ans après, du coup, C'est pour avoir le droit à un filet de sécurité. En Voilà. fait, alors que les jeunes font partie des catégories de la population les plus... Givert dans le chat, je trouve ça totalement illogique. Au contraire, à partir de 25 ans, normalement, on a une plus grande stabilité financière, en théorie. Il y a de ça, mais totalement. Et en plus, il y a aussi le côté qu'il y a de moins de 25 ans, il y a 1,5 million, alors le terme est un peu barbare, de NEET. Donc c'est une catégorie de personnes, de jeunes, qui sont en fait ni en emploi, ni en formation, ni en études. C'est-à-dire qui sont dans un angle mort total des politiques publiques, qui ne sont que trop peu suivies. Il y a les missions locales qui font un taf énorme là-dessus pour essayer d'aller les voir, mais en fait, il y a 1,5 million de jeunes qui ne sont ni en études ni en formation, qui n'ont rien et qui n'ont pas le droit à l'aide sociale minimale, c'est quand même le RSA. Et donc voilà, nous, c'était juste rétablir cette égalité, donner un filet de sécurité, parce qu'au final, et c'était aussi la question, nous, qu'on a eu en débat, parce que au CESE, tu le disais au début, c'est là où il y a les chasseurs et les défenseurs de l'environnement qui sont même au même endroit, mais c'est aussi l'endroit où on a la CGT et la CFDT ensemble. Au niveau étudiant, on a l'UNEF et la FACH qui sont ensemble. Et en fait, tous ces gens-là doivent réussir à discuter. On n'arrive pas toujours à faire du consensus, heureusement. Oui. Bon, là, sur ce point-là, on n'a pas réussi. C'est pas grave parce qu'il y a ce côté de dire, voilà, il faut un engagement pour les jeunes, les considérer autrement. Et dans cette partie de la vie précaire, où c'est aussi assez compliqué, permettre un filet de sécurité pour toutes et tous, parce que quand on veut s'engager, parce que c'était le thème de notre avis, comment on arrive à cette position-là alors qu'on parle d'engagement dans la vie démocratique, c'est de se dire que si on n'a pas déjà les conditions matérielles de vie suffisantes, on va pas aller s'engager en plus dans une asso, aller voter, parce qu'on va être d'autant plus loin de la situation politique et de se dire mais c'est pas ça mon souci, c'est pas d'aller voter ce dimanche-là, par contre c'est comment je vais payer mon loyer, comment je vais aller manger à la fin du mois. On l'a vu effectivement, notamment dans la période du Covid ou des confinements, mais par les fils alimentaires pour l'aide alimentaire que les étudiants ont été très très nombreux à utiliser. Et donc effectivement, peut-être. Alors, on précise aussi pour les modérateurs qui pourront pouvoir remettre le lien des débats qu'on a publiés aujourd'hui sur notre site. Donc débat pour ou contre le droit de vote à 16 ans, mais aussi débat pour ou contre l'ouverture des minima sociaux aux moins de 25 ans. Donc, qui est défendue par une sénateur, elle souhaite qu'on l'appelle sénateur, qui dit effectivement, alors pareil, c'est un peu le même argument que pour le droit de vote, qui est de dire, mais les jeunes de toute façon ne veulent pas le RSA, ce qu'ils veulent c'est plutôt une formation et un tremplin pour s'insérer dans l'emploi. Qu'est-ce que vous répondez finalement aux gens qui disent ça ? Mais c'est vrai. Personne n'a envie de vivre avec le RSA, enfin, faut être honnête, personne n'a envie de vivre avec 560 € par mois environ. C'est pas souhaitable. Donc évidemment, par contre, le fait est qu'il y a des personnes qui sont dans cette situation où ils n'ont pas d'emploi, où ils n'ont pas de tremplin, et où pour quand même chercher du travail ou s'engager, ça demande des moyens. Réellement, on peut pas chercher du travail facilement quand on n'a pas assez d'argent, quand on sait pas où se loger, quand on peut pas se déplacer, donc quand on n'a pas de quoi payer son essence, surtout en ce moment. Donc en fait, s'engager, chercher du travail, c'est quelque chose qui demande des moyens, et donc la seule chose qu'on demande c'est de créer ce filet de sécurité, mais dans le fond bien sûr personne ne veut vivre Ce qu'elle dit effectivement, oui, vas-y. Non mais je voulais juste, c'est simplement, je pense qu'il faut bien distinguer les envies des besoins en fait. C'est pas parce que j'ai pas envie de quelque chose que je n'en ai pas besoin. En l'occurrence, comme tu le disais, parfois il faut des moyens et j'ai pas forcément envie de les avoir parce que je peux me sentir assisté et pour autant et me sentir je me dis que je vis au crochet de la société, j'en ai pas envie et pour autant ma situation actuelle fait que j'en ai besoin, mais ça veut pas dire que je veux pas m'en sortir. Donc pour le coup, il faut quand même bien discerner ces deux aspects. D'autant plus que les jeunes de 18 à 25 ans contribuent, payent des impôts, que ce soit même par la cotisation, TVA ou les cotisent, ou même par la TVA, de toute façon, cotisent à la solidarité étatique qui ne leur redonne rien à cet âge-là. Et donc ce qu'elle dit effectivement mais il joue pas son rôle de tremplin
Peut-être c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu aussi. Alors le RSA était au cœur de nombreux débats dans l'élection présidentielle, hein. On parlait plutôt de contrepartie au RSA que de RSA à 18 ans. Alors peut-être votre avis là-dessus si vous en avez un, je sais pas. Mais aussi le rôle de tremplin. Alors déjà peut-être est-ce que c'est le rôle du RSA en fait de jouer un rôle et votre avis peut-être là-dessus? Non, vas-y. Vas-y. Non, mais là, c'est plus personnel. Là, je suis pas du tout dans rapporter les avis du CESE. Bon, déjà, je trouve que c'est un contresens total de vouloir adosser une contrepartie au RSA. D'autant plus quand on va mettre l'engagement là-dedans, parce que, en fait, quand on commence à obliger l'engagement pour avoir un minimum, bah, c'est plus de l'engagement. L'engagement, il est quand même volontaire. Ça, on le porte un peu dans la vie. On l'explique voilà, en disant que il faut proposer l'engagement, mais l'obliger, c'est pas la solution. Jamais, d'autant moins en contrepartie d'une aide sociale. Et après, par contre, là personnellement, même pour l'organisation que je représente, la FAGE, c'est oui, le volet tremplin est nécessaire. L'argent seul, je veux dire, ne suffit pas. Et c'est vrai. C'est pas juste en disant en versant 500, 600 euros par mois que tout va se régler déjà, parce que c'est très peu, il faut être honnête. C'est extrêmement bas, on est en dessous du seuil de pauvreté. Et en plus, il faut accompagner tous les publics vers l'emploi, vers la formation. En fait, donc il y a toujours besoin de plus grand accompagnement. Je parlais des missions locales tout à l'heure. C'est un de ces acteurs-là dont on peut parler. Mais il y en a plein d'autres. Il y a l'État, il y a les collectivités locales. Et donc, il faut absolument pousser vers plus d'accompagnement. Ça marche. Ouais. Donc, je sais pas si quelqu'un voulait réagir aussi. Peut-être sur les. Donc, ça, effectivement, bon, d'ailleurs, j'en profite pour glisser. Ce soir, effectivement, il y a le débat entre les deux candidats du second tour. C'est peut-être un des sujets qui sera abordé. Donc, voilà, à surveiller. Et de toute façon, si vous avez besoin, effectivement, d'arguments pour et contre, vous pouvez les trouver dans ce débat, effectivement, qu'on a publié sur le Dranche. Peut-être dans les autres mesures. C'est quoi peut-être les mesures qui ont fait le plus l'unanimité ou celles qui ont fait ou d'autres mesures qui ont été débattues? Je sais pas si vous avez ça en mémoire. Je pense sur l'éducation, ce qui a fait l'unanimité, sur la réforme de l'éducation à la citoyenneté. Ça, je pense, c'était assez sortir ça des seuls cours d'éducation civique. Ouais, d'éducation morale et civique qui aujourd'hui sont trop souvent par manque de moyens. Les heures d'histoire géo qu'on n'a pas pu faire. La fin du programme. Oui. La fin du programme. Finir le programme, absolument. Donc, ce côté-là, c'était assez unanime, j'avais l'impression. Ouais. En réalité, un inspecteur en histoire-géographie et EMC, quand il vient inspecter une leçon d'histoire-géographie, il vient pas inspecter une leçon de EMC. Donc, c'est dire la place qu'on l'accorde qui est clairement marginale. Et effectivement, c'est pas du tout jeter la pierre aux enseignants, parce qu'ils ont la pression du programme. Si le programme n'est pas fini, derrière, on peut leur tomber dessus, que ce soit inspecteur, même parents ou administration. Donc, à un moment donné, ils ont des choix, des compromis à faire. Donc, évidemment, je sais que j'ai beaucoup de collègues qui aimeraient en faire plus, mais c'est un peu le parent pauvre. Tout comme les préconisations très techniques, comment est-ce qu'on remédie à la mal-inscription, à la non-inscription. Alors ça, justement, comment est-ce qu'on remédie c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé sur cette chaîne Twitch, mais comment est-ce qu'on remédie à la mal-inscription? Automatisation. Il y a beaucoup de pays européens dans lesquels d'ailleurs c'est déjà automatisé. Les Pays-Bas notamment. Les Pays-Bas, c'est assez développé. Et à l'heure où le numérique est hyper développé, on n'arrive pas à automatiser une inscription en fonction d'un lieu de résidence. Enfin, c'est quand même assez dramatique. Et on te radie parce que tu as oublié de répondre à un courrier, tout simplement. Voilà. Alors donc ça, c'est... Même pour la JAPD, ils ont son adresse, ils savent te trouver aussi. Donc, je pense parce qu'on rappelle, alors effectivement, de base, l'inscription est automatique. Maintenant, à 18 ans, c'est pas si vieux que ça, mais l'inscription est automatique. Mais vous êtes inscrit dans la commune dans laquelle vous avez effectué votre JAPD, qui s'appelle plus JAPD maintenant. JDC. Oui, JDC, ouais. Voilà, le genre de sigle qui change tous les 5 ou 10 ans. Parce que nous, on a fait notre JAPD, je crois que Léa a fait la JDC, toi. Tu étais dans la réforme, toi. Est-ce que ça t'a marqué? Est-ce que tu as trouvé que c'était un moment incroyable? Alors, on nous a donné un journal, on nous a parlé pendant une journée et après c'était fini. Je crois que c'était assez sensible. C'est bien réglé. Ouais, donc il y a ça effectivement. Et donc voilà, vous êtes inscrit dans la commune dans laquelle vous avez fait votre JDC. Et donc souvent effectivement à 18 ans, pour une partie d'entre vous, vous devenez étudiant, vous changez de commune, etc. Et donc vous vous retrouvez inscrit dans la commune
pas au bon endroit. Donc ça effectivement, et c'est vrai qu'à titre personnel, moi j'avais été assez surpris effectivement de voir que pour certaines choses, et comme la taxe d'habitation par exemple, en général il n'y avait pas trop de problème pour nous retrouver notre adresse postale. Ça se faisait, je pense, assez automatiquement, et que donc effectivement c'est un peu dommage donc ça c'est quelque chose qui a fait plutôt l'unanimité. Donc la réforme de effectivement l'automatisation, ça on en a beaucoup entendu parler. Tout ce qui est simplification de procédures, de procuration, des choses comme ça, là on était à peu près tous d'accord sur le fait de dire oui, il faut faire quelque chose de plus simple. Bah pour le coup, si on part du principe qu'il y a de l'abstention pour mettre un bulletin dans une urne, effectivement, tout ce qui est démarche administrative, il faut être dans la logique de faciliter au maximum, ça coule de sens. Et peut-être d'autres points qu'on fait débat. Mais ça a fait débat, c'est peut-être, enfin je vais me jouer l'avocat du diable, mais c'est peut-être aussi de notre faute parce que on a voulu, une partie de la commission temporaire a voulu être plus ambitieux que ce qu'on fait d'habitude au CESE, et on a voulu faire une partie plus prospective sur de nouvelles modalités de vote, plein de nouvelles modalités de représentativité, des choses comme ça. Et là, il y en a qui n'étaient pas prêts, on va dire comme ça, ils n'étaient pas tout à fait prêts au débat, et on était aussi en même temps un petit peu contraints par le temps, et cette partie-là, qu'on a voulu plus prospective, elle a fait un peu plus débat, mais parce que aussi, on sortait du format de travail classique du CESE. Mais en même temps, notre commission temporaire, ça a été la commission de tous les possibles. Pour la première fois de la vie du CESE, on a intégré directement des citoyens et on s'est dit, maintenant qu'on a fait ça, on peut tout faire et on va faire une troisième partie où on va aller plus loin. Et malheureusement, on a été un petit peu arrêté dans notre élan. Mais là où on se console quand même, c'est qu'on se dit que c'est pas terminé et que les quelques pistes qu'on met dans cette troisième partie, il faut les approfondir et on sait qu'elles seront approfondies d'une façon ou d'une autre. Il y aura pas, enfin, je suis pas très inquiète à ce niveau-là, quoi. Et alors, l'avis a été voté le 9 mars de mémoire, donc quelques jours, quelques semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle. C'est quoi? Donc c'est un avis qui est non contraignant. On rappelle que les avis du CESE sont pas contraignants. C'est quoi un peu les retours que vous avez eus sur ce CESE? Alors que ce soit de la part d'élus, si jamais il y en a je sais que par exemple la proportionnelle à l'Assemblée nationale est quelque chose qui peut faire réagir pas mal, mais que ce soit de la part d'élus ou de la part de candidats, est-ce que vous avez retrouvé ces propositions-là dans des programmes? Est-ce qu'elles y étaient déjà avant, ou est-ce que vous avez des candidats qui sont exprimés là-dessus? C'est quoi un peu les retours que vous avez eus, ou même de la part de proches, parce que c'est une période politique dans laquelle tout le monde parle un peu de politique, du coup en tant que vous êtes retrouvé simple citoyen à voter ce genre de choses, c'est quoi finalement un peu les échos que vous avez eus, alors que ce soit de la part de vos proches? Est-ce que déjà vos proches ont réagi, peut-être Léa, Emmanuel, est-ce que dans vos familles, dans vos amis, est-ce que tout le monde s'en fout, ou est-ce que ça a un peu fait réagir, etc. Parce que c'est quand même une prise de position politique quelque part. Ouais, ils ont été assez impressionnés du fait que je sois là-bas déjà, que j'ai pu participer à ça, ça a été super enrichissant. C'est vrai que du coup, ils sont assez mitigés, ils savent pas trop. De toute façon, la politique a jamais été très bien vue. Et du coup, forcément, c'est des avis assez partagés. J'ai pas trop de position là-dessus. Okay. Oui, assez intéressé quand même par l'expérience. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de questionnements au-delà de ce qu'est le CESE, sur quoi on travaille, et puis voilà, pas mal d'interrogations sur qu'est-ce que ça va changer concrètement, etc. en haut. Et là, c'est vrai que je me dis que finalement, nous, il faut qu'on parte aussi du terrain et du bas, entre guillemets, et pas attendre que ça vienne d'en haut aussi, quoi. Donc c'est tout l'intérêt de ce qu'on fait aussi aujourd'hui, finalement. J'en ai qui sont intéressés pour lire l'avis. Je sais qu'il va y avoir une partie un petit peu synthétisée. Je leur ai recommandé d'attendre que ça vienne pour pas non plus qu'ils soient forcément dégoûtés de la lecture, mais voilà. Après, cela dit, je pense que même au-delà de ça, il y en a qui veulent un petit peu le lire, et notamment la partie 3 dont on parlait, qui pour le coup questionne notre système démocratique aussi beaucoup plus en profondeur. Peut-être que c'est une partie que je ferai lire, peut-être pas en priorité, mais en tout cas en partie. Il y a le cahier aussi qu'on a fait grâce au CESE à la fin du Dranche, effectivement. Donc vous avez les exemplaires du Dranche qui ont été envoyés à tous les citoyens tirés au sort. Mais effectivement, qui est un résumé, peut-être entre deux, effectivement. C'est exactement il fait 8 pages, donc effectivement, voilà. C'est pas mal. Peut-être un peu les échos, et peut-être aussi de la part des élus. Ou des élus ou des candidats d'ailleurs, je sais pas si on a eu. Alors on avait rapidement, en fait, dans la même temporalité à peu près, rencontré les candidats, mais c'était
2 journées qu'avait organisé le CESE. Parce qu'il y a eu plusieurs candidats, ils sont pas tous venus, mais il y a eu plusieurs candidats qui sont venus au CESE. Exactement. Et donc on a rapidement pu échanger avec eux. C'était sur la fin de notre avis, on l'avait pas encore voté officiellement, mais on a pu commencer à échanger. Et en fait, déjà, il y avait un certain nombre de nos préconisations qui allaient venir, qu'on retrouvait globalement chez différents candidats, mais sur une palette très large des candidats. Du coup, après, on a quand même voté l'avis dans une période où la réserve gouvernementale était mise en place, où l'Assemblée nationale a arrêté de fonctionner. Donc, on n'était pas dans le moment réellement où on pouvait aller voir le gouvernement ou les élus. Oui, le pour leur gouvernement ne pouvait pas présenter. se prononcer. On rappelle ce que c'est que la réserve, c'est juste avant une élection. Tout un tas de personnes qui sont élues ou qui ont des fonctions officielles peuvent pas se prononcer sur des choses qui seraient de nature en fait à se retrouver dans des programmes typiquement. C'est ça. Donc nous on l'a voté et je crois que c'est une semaine après que la réserve été mise en place. Donc on n'a pas tant fait un travail là d'aller voir beaucoup les élus, le gouvernement. Ça sera le travail plutôt dans 1 mois et demi quand tout sera en place. Par contre on a fait un travail avec plein d'organisations qu'on avait auditionnées nous pour nos travaux au CESE et d'autres, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une fenêtre qui s'ouvre sur la question démocratique. Je pense qu'on arrive potentiellement au bout d'un système quand même, d'un système qui fonctionnait. Donc la question se pose, elle se pose assez largement, c'est un débat de société. Donc le but, nous, c'est de faire vivre cet avis, mais dans les réflexions, de manière générale, pas que auprès des gouvernants, pas que auprès des élus, mais aussi auprès des autres organisations, des ONG, des assos, des chercheurs, qui travaillent sur la question, et ils sont nombreux. Et c'est de se dire aujourd'hui, il y a quand même une fenêtre pour pousser la question. Et c'est ce que Manon... la 3e partie qu'on fait dans notre avis, on parle un peu vote électronique, vote par correspondance, ainsi de suite. Et plein d'autres réflexions très générales sur ce que Emmanuel disait, sur le système démocratique en tant que tel, en sortant du prisme jeune. Mais en fait, c'est de se dire qu'on veut installer le débat dans la société, et qu'on considère que notre avis est une pièce dans ce débat-là et qui doit servir à ça. Donc c'est plutôt ça aujourd'hui là ce qu'on est en train de construire. On essaye en tout cas. Ok. Oui, et moi, mon entourage plutôt fan de ce qu'on a produit et là où j'ai été là où je me dis qu'il y a quand même des solutions pour l'avenir, c'est que j'ai fait mon devoir de citoyen la semaine dernière. Je suis allée tenir le bureau de vote de ma commune. Et là, parmi les assesseurs, il y en a qui disaient « Ouais, mais en fait, on est toujours les mêmes, c'est pénible. » Je dis « Mais écoute, moi, tu lis ma préconisation 3 et je te trouve la solution. » Je dis « Il faut faire participer à l'exercice démocratique. Pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes qui tiennent les bureaux de vote alors qu'en fait, je pense qu'un jeune qui va tenir un bureau de vote, ça peut le rassurer sur le fonctionnement de l'élection et tout ça. Donc oui, non, je pense qu'il y a des choses à faire. Ces 21 préconisations, je pense qu'il faut qu'on capitalise dessus. Et elles sont toutes à explorer. Je pense qu'elles sont toutes plus ou moins mettables en œuvre assez rapidement et de façon assez simple. Donc oui, non, il faut... mais je pense que c'est à nous, à tout un chacun de nous, de les faire vivre aussi à travers nos exercices au quotidien. Là, dimanche, je vais leur en remettre une petite couche pour les législatives, penser aux assesseurs. Et justement, je sais pas si vous êtes soumis au devoir de réserve déjà. Non. Non, ok. C'est ça l'avantage. Très bien. Pas du tout. Je savais pas finalement si les membres du CESE étaient soumis à ça. Est-ce que dans les 2 candidats qui restent, vous retrouvez certaines des préconisations dans les programmes ou pas du tout? Ou est-ce que vous savez pas finalement? Joker. Je crois pas trop. Pas trop. Globalement. Ouais. Je crois pas trop. Même si l'enjeu global, il y a un enjeu quand même autre qui se joue là, dimanche. Non pas que je vais donner des consignes de vote ou quoi que ce soit, et c'est pas la position du CESE, loin de là, mais où on a quand même porté un avis sur la démocratie, sur la santé de notre système démocratique qui va mal. Et il y a clairement un des choix aujourd'hui d'extrême droite qui va totalement à l'encontre de ça, d'une refonte démocratique utile pour les gens, pour le peuple, pour les citoyens, très clairement, qui n'est pas le projet de l'extrême droite. Donc c'est plus cet enjeu-là qu'on reconnaît peut-être dans la vie, sans pour autant se reconnaître dans le programme, dans l'autre programme, mais très clairement, c'est plus là-dessus, je pense que là, ça se joue par rapport à ce qu'on a pu réfléchir et notre volonté de changement.
Donc ça se retrouvait plutôt dans d'autres programmes que ce. Oui, Même si effectivement la partie de la proportionnelle, alors c'est qu'une des. Oui, la 25%, proportionnelle, on voilà, se retrouve c'est vrai. plutôt, effectivement. c'est ça. Mais après, non, mais d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure sur ce qui a fait débat. La proportionnelle, ça a fait débat. On a beaucoup discuté. Alors, on est arrivé sur un consensus au final. Mais en fait, c'est la réflexion quand même. On propose une dose de proportionnelle. Oui, une dose. Ouais. Voilà, pas une proportionnelle intégrale. Parce que vous disiez, en fait, c'est une dose de proportionnelle en gardant quand même Le les scrutin élections majoritaire. Voilà, le scrutin majoritaire en Donc, c'est principal. de rajouter une dose de C'est proportionnelle. ça, parce qu'en fait, malgré tout, les études montrent qu'avec une dose de proportionnelle, on a une meilleure représentation des idées, mais donc aussi des différentes personnes, des différentes, et des différents citoyens qui vont voter, et donc il peut y avoir une meilleure reconnaissance dans le vote grâce à ça. C'était la réflexion, mais ça a causé beaucoup de débats, mais notamment par rapport au fait aussi que Marine Le Pen propose ça avec une toute autre volonté derrière. Dans l'esprit, donc voilà, c'était une grosse question quand même aussi. Petite question effectivement d'internet, est-ce qu'il serait possible de tirer au sort les gens qui tiennent des bureaux de vote, comme on tire au sort les jurés? Est-ce que c'est quelque chose qui a été évoqué? Pas du tout. Alors, Oui, je vois des... ouais, en fait, ce serait pas impossible. Ce qui me tenait à cœur au début. Bon, malheureusement, j'ai été obligée de me modérer un petit peu. qui mais finalement n'a pas été retenu dans les... non, mais ceci dit, ça me paraît pas impossible. On peut être juré aux assises. Pourquoi est-ce qu'on peut pas être assesseur dans les bureaux de vote, quoi? Peut-être on s'approche de la fin de ce live. Ça fait déjà pas loin d'une heure et demie qu'on est en live. Peut-être un petit mot de la fin. Je me tourne vers vous, Léa et Emmanuel. Qu'est-ce que vous en garderez de cette expérience là? Du coup, vous allez revenir. En gros, vous allez dire au revoir au CESE après ce moment-là. Vous allez revenir. Vous n'allez pas encore dire au revoir au CESE? C'est pas tout de suite. Tout de suite. Non, mais en tout cas, une expérience très riche sur les plans intellectuels et humains. En tout cas, une expérience vraiment très riche. On a fait pas mal de connaissances et je pense que ce qu'on a pu apprendre là nous servira plus tard. Enfin, pour ma part, en tout cas. Et côté CESE, du coup, est-ce que c'est quelque chose que vous allez reproduire? C'était une première, du coup, le fait de pour participer au même titre que les conseillers du CESE là-dessus. C'est quelque chose qui va se refaire? C'est quelque chose que vous en tirez quel bilan aussi? Un bilan ultra positif et ils sont très modestes mais on a aussi des pistes d'amélioration au CESE. C'était la première fois qu'on le faisait. Mais parce que là, ils disaient que voilà, pour eux, ça avait été beaucoup, mais en fait, pour le CESE, leur rapport a été énorme aussi. En fait, c'est ça qu'il faut. Nous, c'est ce qu'on a remarqué quand on en parlait, quand on a fait le bilan. C'était de se dire qu'avoir la présence de citoyens associés aux travaux, donc qui ne sont pas des conseillers CESE, ça nous apportait beaucoup et ça nous a permis aussi, rien que sur la forme de l'avis, de faire un avis qui n'est pas habituel au CESE, où on va parfois un peu plus loin que ce qu'on avait. Parce qu'en fait, on s'est dit, voilà, on expérimente quelque chose, et par leur présence, par leurs interventions dans la commission, c'était aussi de se dire, ok, en fait, on peut aller plus loin, on peut se le permettre. Donc non, ils ont beaucoup apporté, donc oui, on va le refaire. Très certainement, je ne peux pas dire sur quel sujet, on ne sait pas, on verra. Mais oui, très clairement, pour le CESE, c'est un bilan ultra positif. On est très content de l'avoir fait, avec ce citoyen, avec Léa Emmanuel notamment, parce que pour nous aussi, ça a été une autre manière de travailler au CESE qui fait beaucoup de bien. Donc quasiment, enfin, je dis quasiment que du positif, parce qu'il y a toujours moyen de s'améliorer, surtout quand on fait rentrer 12 personnes qui ne connaissent pas le CESE, particulièrement de base, avec nos méthodes de travail quand même qui sont assez strictes, le côté un peu troisième chambre de la République, les amendements, ainsi de suite. C'est pas toujours simple, donc on peut toujours s'améliorer, mais une expérience formidable, vraiment. Ouais, moi je pense que la véritable plus-value apportée à ce rapport, c'est l'intégration directe de nos 12 citoyennes et citoyens tirés au sort, parce que avec Enza, on entame notre deuxième mandat au CESE, et on est un petit peu, maintenant avec le temps, formaté CESE, et avoir parmi nous des gens qui n'ont pas cette façon de travailler, ça a amené, je vais me répéter, mais un petit vent de fraîcheur qui est quand même pas mauvais pour nos travaux. Et puis, on a eu la chance, il faut le dire aussi, de tomber sur des gens qui étaient assez ouverts au dialogue, plutôt sympas, et avec qui on a pu... non, mais en plus des sessions de travail, passer des moments plutôt agréables. Je pense que cette intégration directe de citoyens à une commission de travail aura apporté un véritable plus.
Est-ce que c'est applicable pour toutes les saisines, pour toutes les commissions de travail? Je ne sais pas. Mais là, je laisserai les spécialistes évaluer la chose. Mais en tout cas, pour nous, ça a été plus que bénéfique. Oui. Très bien. Ou à d'autres assemblées aussi. Ou à d'autres assemblées. Qui pourraient être intéressants. Ouais. Et ben, on approche de la fin de ce live. Je rappelle que ce live donc, a été organisé par le journal Le Dranche, le seul journal qui présente le pour et le contre de chaque sujet d'actualité, que vous pourrez retrouver l'ensemble des débats dont on a parlé dans ce live sur le site du Dranche, et y compris dans la dernière version papier du journal Le Dranche, et que ce live était fait en partenariat avec le CESE, du coup, le Conseil économique, social et environnemental. Toutes de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure pour le débat de l'entre-deux tours sur cette chaîne Twitch. Et merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission. Merci. Très bonne Merci à vous. soirée. Merci.